BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview, quelques heures après les annonces fracassantes de Donald Trump avec son Big Bang commercial. La réaction des marchés, elle, ne s'est pas fait attendre, comme quoi il a bien fait d'avoir annoncé ça. C'était juste après la fermeture de Wall Street. On va en parler avec Christian de Boissieu, qui est à mes côtés, vice-président du Cercle des économistes. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Surtout, vous publiez La nouvelle guerre des monnaies avec Marc Schwartz, qui est le patron de la Monnaie de Paris. Et ça, vous publiez chez Odile Jacob. C'est le cas de le dire. Est-ce qu'on va faire une guerre monétaire, une guerre d'échange? On va en parler. À mes côtés aussi, Emmanuel Le Chypre, éditorialiste à tout, à BFM Business notamment. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Merci d'être nous. Et puis avec nous, à 18h45, ça sera Pascal Lamy, ancien commissaire européen, ancien directeur de l'OMC, qui sera avec nous. On essaiera de comprendre un peu qu'est-ce que peut faire l'Europe. On a écouté tout à l'heure le président de la République qui a dit que c'était une équation brutale et infondée. Nous sommes décidés à ne pas nous laisser faire, mais encore faut-il que l'Europe soit unie, que la France soit unie, et puis que le gouvernement soit uni, parce que pour rien vous cacher, je devais recevoir la ministre du Commerce, et puis finalement, elle n'a pas eu le droit de parler, parce qu'il y avait déjà de la cacophonie au sein du gouvernement. Donc il n'y a qu'une seule ligne, la ligne, c'est on attend pour voir ce qui se passe. La Bourse de Paris a connu sa plus forte chute depuis 2 ans. Un mot Christian, un mot Emmanuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés sont assez réalistes, parce que ce qui se passe, c'est qu'avec tout ça, à mon avis, il va y avoir un retour de l'inflation aux États-Unis et peut-être ailleurs qu'aux États-Unis. Hausse des droits de douane est possible, on en reparlera, j'imagine. Oui, on va rentrer dans les détails, bien sûr. Baisse du dollar, mais quand vous cumulez deux, à mon avis, ça fait de l'inflation aux États-Unis et peut-être dans le reste du monde. Et la bourse anticipe les conséquences de tout ça pour la croissance mondiale. C'est-à-dire que... Et les incertitudes, non? Incertitude. Là, on est dans le flou quand même. La seule certitude, à mon avis, c'est qu'il faut revoir à la baisse les prévisions de croissance dans le monde, en Europe et en France. Voilà, ça c'est une certitude. Oui. Emmanuel, parce qu'en plus, Emmanuel, vous, il y a un point sur lequel je voudrais insister, parce qu'on l'a vu, la chute d'Apple, vous avez vu? Alors déjà, il y avait la chute de Tesla pour d'autres raisons, mais la chute d'Apple vertigineuse. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez la réaction de tous les marchés financiers, vous avez le concentré, finalement, de l'impact de ces mesures. Les marchés européens baissent, Christian l'a dit, mais les marchés américains baissent encore plus. Ah oui. Donc, grosso modo, tous les marchés ça envoie américains. quel signal? Ça envoie que finalement personne ne sera gagnant à cette guerre commerciale et que les États-Unis seront sans doute plus perdants que nous, Européens. Le pétrole qui baisse, le dollar qui chute presque, on peut le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a des anticipations de croissance plus faible, voire de récession, et dollar plus faible. Moi, j'avoue que moi qui ai toujours affiché une grande confiance dans les fondamentaux de l'économie américaine, parce qu'on disait toujours c'est l'économie qui a tout, etc. Si Donald Trump commence à jouer avec la crédibilité dans le dollar, j'avoue que je ne sais pas où après ça peut aller. Et ça, c'est Christian qui a les éléments de réponse avec son nouveau livre, La nouvelle guerre des monnaies. Mais franchement, je trouve qu'on a un concentré. Alors Apple, et on comprend bien le problème au niveau d'Apple, c'est qu'il faut le voir aussi au niveau mondial. C'est que quand vous fabriquez vos iPhones en Chine, que vous les vendez partout dans le monde, bah oui, effectivement, c'est un véritable souci. Et Apple, qui est un fournisseur, alors lui, des appareils qui servent au numérique, c'est peut-être que le début de ce qui attend d'autres entreprises du numérique. Comment c'est pour ceux, on ne va pas faire un cours d'économie, monsieur le professeur, rassurez-vous, mais quand même, comment ça se propage? On a vu l'impact que ça peut avoir déjà, les droits de douane avec son fameux tableau. Alors les chiffres, paraît-il que je crois que l'AFP a réussi à décrypter comment on arrivait aux chiffres, notamment sur l'Europe. Il paraît qu'il y a un modèle derrière. De 39%, oui. Il paraît qu'il y a un modèle derrière. Il y a un modèle, il intègre des normes, il intègre la TVA, et après il faut diviser par 2. Et on arrive à ce chiffre-là. Enfin, à mon avis, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai commenté ça hier en direct, je veux dire, c'était quand même un peu n'importe quoi. Mais alors, vous voyez comment ça se propage? Où est la chaîne économique? On a les annonces de Donald Trump. On voit qui va être taxé comment. Comment ça se propage tout ça? Non, il y a une propagation mécanique et puis il y a ce qui se passe dans la tête des gens. Et, mécaniquement,
la hausse des droits de douane aux États-Unis va provoquer une augmentation des prix aux États-Unis. Parce que on ne peut pas partir de l'idée que les entreprises vont nécessairement accepter de baisser leurs marges. Donc il va y avoir une partie de la hausse des coûts qui va être répercutée vers le consommateur. Et je pense que les barrières à Trump, elles vont venir beaucoup plus de l'intérieur des États-Unis, consommateurs et entreprises, que de l'extérieur. Parce que l'Europe est faible, excusez-moi de le dire, je le regrette. La Chine, je ne sais pas où elle en est. Le Japon, inexistant, etc. Donc, moi, je compte, excusez-moi de le dire, je compte sur des réactions internes aux États-Unis pour essayer de fixer une limite à Trump. Oui. Bah, en tous les cas, la limite, on l'a déjà vu un peu avec l'exemple d'Elon Musk et de Tesla. Emmanuel, pour répondre à votre question, il y a un exemple qui est extrêmement éclairant sur toute la réaction en chaîne que produisent la hausse des droits de douane. C'est ce qui s'est passé avec Barack Obama en 2009 quand il décide de taxer massivement les pneus chinois. Il décide donc de taxer massivement ces pneus. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les prix de ces pneus augmentent. Donc, que font les concurrents des Chinois sur le marché américain ? Tout heureux d'avoir des concurrents beaucoup moins efficaces, eux, ils augmentent leurs prix aussi. Ça va coûter 1 milliard de dollars aux consommateurs américains, qui va payer globalement ces pneus 1 milliard plus cher. Ça va peut-être préserver quelques emplois dans l'industrie du pneu aux États-Unis, sauf qu'avec ce milliard que les Américains ont dépensé dans les pneus, ils ne les dépenseront pas dans les loisirs, ils ne les dépenseront pas au resto, ils ne les dépenseront pas au ciné. Et en fait, du coup, vous sacrifiez des emplois dans le secteur des services plus nombreux que ce que vous avez sauvé dans le secteur industriel. Donc au final, vous avez fait perdre du pouvoir d'achat aux Américains, vous avez pénalisé la croissance et vous avez détruit des emplois. Mais quand même, quand on dit qu'ils sont les perdants, qui sont les gagnants, on dit que le premier perdant sera le consommateur américain. Est-ce qu'on est sûr, messieurs, de ne pas se faire plaisir ? Est-ce que ça sera vraiment le consommateur américain qui va être le premier perdant ? Écoutez, l'inflation, le point de départ, c'est que l'inflation est déjà un peu plus haute aux États-Unis que dans la zone euro. Bon, elle a eu du mal à décoller, à tomber en dessous de 3% par an. Et moi, je pense que mécaniquement, il va y avoir une augmentation des prix aux États-Unis, surtout si derrière, il y a une baisse du dollar. Parce que, alors, je parle de Stéphane Miran, qui est le principal conseiller de Trump. J'ai relu, excusez-moi, à l'occasion... Ah oui, les 40 pages, vous les avez lues, là ? Les 40 pages de novembre, c'est mon côté prof et bon élève. Moi aussi, mon côté journaliste. Un peu excessif. Je veux dire... Tout le raisonnement, ça consiste à dire que le dollar est serait surévalué par rapport à toutes les devises, y compris l'euro, ce qui ne me paraît pas clair quand on regarde le taux de change actuel. L'euro vaut à peu près 1,08 dollar. Et à ce niveau-là, à mon avis, il n'y a pas de claire surévaluation du dollar par rapport à nous. Et donc, le raisonnement de Stéphane Miran, c'est que la soif de dollars fait monter le dollar, et ce serait ça qui provoquerait le déficit commercial américain à cause de la surévaluation du taux de change. Ce raisonnement me paraît incohérent, me paraît faux. Je veux dire, le déficit commercial américain, il tient pas qu'à nous, les autres. Il tient aussi en partie aux États-Unis. Si je puis dire, vous avez une croissance plus forte, tant mieux pour eux. Et puis vous avez un manque d'épargne. Les économistes disent au fond, un pays qui a un déficit extérieur. Et c'est l'épargne européenne qui finance. C'est un pays qui a une insuffisance d'épargne par rapport à son investissement. Alors, vu du côté européen, vous avez sans doute raison, Edwige. C'est-à-dire que qui consomme aux États-Unis les produits européens, c'est les Américains les plus riches. Oui, c'est à Washington, les Porsche, qui achètent des BMW, des Mercedes, voilà, qui achètent du cognac, du champagne, etc. Bon, voilà. Donc, l'Américain moyen, lui, effectivement, il n'est pas touché à la ligne par ça. Sauf que, regardez les droits de douane sur les produits chinois. Et là, sur les pneus, et l'acier, l'aluminium, les producteurs de Détroit qui vendent pour l'Américain moyen leur bagnole, ils sont touchés. Exactement. Et là, quand vous avez 54% au total de droits de douane sur les produits chinois, vous arrivez... Les économistes, en général, disent, quand vous passez la barre des 60%, ou vous approchez la barre des 60%, vous tuez le commerce entre deux pays. Imaginez ce que seraient les magasins aux États-Unis privés massivement de produits chinois bon marché que les Américains n'ont cessé d'acheter ces dernières années. Donc, pour le pouvoir d'achat des Américains, c'est dévastateur. Oui, mais surtout, comme l'a dit le président américain hier, il a dit, regardez la mondialisation, où est-ce que ça nous a conduit ? Il n'y a plus aucune puce, il n'y a plus aucun composant électronique qui est fabriqué aux États-Unis. Ils sont tous à Taïwan. C'est une honte d'avoir laissé faire ça.
Mais c'est pas maintenant qu'on va changer. Non, le enfin, j'en sais rien. protectionnisme généralisé va le conduire pire, va le conduire, à mon avis, encore moins loin. Comme l'a dit Emmanuel, il va y avoir des pénuries de marchandises dans les boutiques. Mais moi, je pense que cette affaire, ça touche tous les Américains. Et pas uniquement... oui, bien sûr, du coup, ça touche tous les Américains. Ceux qui ont de l'argent, des revenus... En même temps, hier, on voyait bien qu'il s'adressait, parce que c'était quand même un peu ubuesque, hein, cette conférence de presse dans la roseraie de la Maison-Blanche. Il s'adressait à son électorat. Pour moi, il y a un grand mystère derrière tout ça. C'est que, lui-même est plus homme d'affaires dans l'immobilier qu'économiste. Il n'est pas obligé d'avoir des compétences en macroéconomie. Mais j'ai du mal à comprendre qu'autour de lui... je ne parle pas de Stéphane Miran, qui a quand même pas mal planté, à mon avis, non pas le décor, mais le sujet en l'amenant vers... Vous connaissez, c'est qui le connaît, là? C'est un docteur de Harvard, ce qui est plutôt bien, qui a travaillé dans un fonds jusqu'à récemment. Il n'a pas de carrière académique. Ce qui est intéressant, Christian, c'est que quand on regarde, effectivement, tous ces gens qui entourent Donald Trump, vous avez leur point commun, c'est que ce sont tous ce qu'on pourrait appeler des contrariants. C'est-à-dire, ce sont tous des gens qui se sont faits contre les autres. Oui. Ce sont tous des gens qui ont pensé dans leur business, dans leurs activités, qu'ils avaient raison contre les autres, et ça leur a souvent réussi. Qui sont ces gens? Ils viennent, Christian l'a dit, du monde de la finance des mâles blancs, et du monde de la tech. Donc, ce sont des gens qui ne connaissent strictement rien aux problématiques de l'industrie. Et donc, ils sont insensibles à ces problématiques de l'industrie. Quand vous regardez les conséquences pour l'industrie automobile, et quand vous regardez cette Amérique du Nord, entre Mexique, Canada, États-Unis, où ce sont des pays, c'est comme essayer, si vous voulez, de séparer ces industries automobiles, c'est comme essayer de séparer des Siamois, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Oui. Mais ça, ce sont des mécaniques intellectuelles qu'ils ne connaissent pas, ce sont des sujets qu'ils ne connaissent pas. Mais parce que, oui, hier c'était très frappant. Et ils pensent encore une fois qu'ils auront raison contre tout le monde. Ils ne connaissent pas, vous avez raison de le souligner, tout à fait. Deux plutôt, Donald Trump, il a une vision de l'industrie quand même extrêmement passéiste. Et il y a un truc qui m'a frappé quand même hier, et j'imagine que vous aussi, c'est qu'il a le NAFTA, donc ce fameux accord qui a créé ce grand marché entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Il a tiré à boulet rouge dessus. Mais tout à l'heure, j'avais Pierre Gattaz, vous savez, l'ancien patron du MEDEF et l'ancien patron de Business Europe. Il me disait, lui, il a des usines au Mexique. Il vend des composants électroniques à des voitures françaises, allemandes, américaines, et aussi à l'aéronautique. Il me disait, ben, moi je veux bien, mais je prends un ouvrier mexicain, c'est 10 000 euros charge brute par an. Vous prenez un ouvrier américain, c'est 45 000 euros chargé brut. Ça veut dire quoi? C'est que même si j'ai les droits de douane, de toute manière, il n'y a que moi qui fabrique ça. Donc les constructeurs américains, ils vont bien être obligés de me les acheter parce qu'il n'y a personne d'autre. Eh ben, donc je vais leur vendre, ça va leur coûter plus cher. Donc in fine, ça ne va pas servir à grand-chose. C'est ce qu'on vient de dire. Vous parlez de l'inflation, en fait. Vous parlez de l'inflation. Et ça prouve bien que, contrairement à ce que dit le président américain, nous ne sommes pas responsables de tout ça. Je veux dire, si l'ouvrier américain est payé 3 ou 4 fois plus que l'ouvrier mexicain, c'est pas de la faute de l'Europe. Ouais. Non, et en plus, il faut quand même rappeler quelque chose, alors que jamais un grand patron ne vous dira directement, mais quand vous discutez avec les grands patrons qui ont des usines un peu dans le monde entier, ils vous disent que la productivité des usines américaines, elle n'est pas terrible. Non. Et donc, non, ce sont les aides qui avaient été mises en place, notamment par Joe Biden. Emmanuel, comme vous le savez, il y a un débat sur les écarts de productivité. CF, le rapport Draghi... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'autant on a un secteur de la tech, de l'immatériel qui est extraordinairement efficace, performant, etc., mais l'industrie traditionnelle que veut faire renaître Donald Trump, enfin, je veux dire, il y a une raison pour laquelle on n'achète pas les produits américains, c'est qu'ils sont pas bons. Oui. C'est qu'ils sont pas bons. Et donc, aujourd'hui, vous voyez quoi? Le pari de la réindustrialisation, vous avez Stellantis qui vous dit, attendez, nous, on va mettre plutôt, on va supprimer des postes et puis on va mettre nos usines, etc. Mais qui va aujourd'hui se lancer dans des investissements dans un pays où vous savez pas combien de temps ces politiques vont être mises en place? Et puis se lancer dans la construction d'usines, c'est quand même extrêmement compliqué. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de grands patrons qui sont venus là, que ce soit Saint-Gobain, que ce soit Stellantis, etc. Ils construisent quand même des usines aux États-Unis. Mais alors, justement, M. Macron a dit... Stellantis, il y en a aussi au Mexique, bien sûr. Français, plus d'investissement aux États-Unis. Moi, je pense qu'il nous faut une réponse européenne et pas nationale. On va y venir dans un instant avec Pascal Lamy. Il nous faut une réponse européenne.
Je veux dire, à la fois, il faut éviter d'être naïf, nous, Européens, et en même temps, est-ce qu'on joue le jeu de l'escalade, la course à l'échalote du côté des droits de douane, où il y aura que des perdants à la fin de la journée? Compliqué. Toute dernière question, Emmanuel, vous devez nous quitter. Est-ce que pour vous, est-ce que vous croyez, et ça fera le lien, à une riposte européenne ou pas? Ah oui. Oui. Ah oui, comment je pense que l'Europe... Pour œil dent pour dent, il faut répondre fort. L'Europe, elle a plein de moyens, des ripostes graduées pour effectivement embêter les États-Unis. Donc il y a la réponse sur la liste des produits qu'on peut sanctionner. Vous avez la possibilité, par exemple, de taxer même des exportations stratégiques. Alors pour le moment, les produits pharmaceutiques sont pas dans le viseur, mais il faut savoir que 75% des produits pharmaceutiques vendus aux États-Unis sont faits en Europe. Donc si l'Europe décide, comme le Canada a menacé de le faire avec son électricité, de surtaxer, et ben voilà. Et puis vous avez la possibilité d'embêter les services numériques. Vous avez après le bazooka, qui est ces armes anti-coercition, où là vous pouvez aller jusqu'à embêter les banques américaines, etc. Oui, et c'est donc il y a des outils. Est-ce qu'on va avoir le courage de les utiliser? C'est ça. Ça, c'est la question. Eh bien, tiens, c'est la question que justement, merci Emmanuel Le Chypre, c'est la question que je vais poser tout de suite à Pascal Lamy, ancien commissaire européen, aussi ancien patron de l'OMC. Bonsoir Pascal Lamy. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. Merci d'avoir pris le temps de répondre. Est-ce que vous êtes... D'abord, quel type de réponse faut-il, à votre avis? Je pense qu'il faut que ceux qui ont les moyens de faire reculer M. Trump dans ces grosses bêtises, et il n'y en a pas énormément dans le monde, je pense que ceux-là doivent réagir fortement parce que la dose de protectionnisme qu'il injecte aux États-Unis en entourant l'économie américaine d'une palissade de 25% de droits de douane, c'est très ennuyeux pour les États-Unis. À mon avis, d'ailleurs, ce sont les premiers à souffrir, mais c'est aussi très embêtant pour les pays qui comptent sur l'exportation aux États-Unis pour entretenir leur bonne santé économique. Oui. Alors, Pascal et donc, il faut que ceux qui en ont les moyens, c'est-à-dire en gros les Européens, les Chinois, peut-être les Indiens, qui sont d'ailleurs se font matraquer aussi, il faut qu'ils réagissent, oui. Ouais. Et vous, on peut, j'ai envie de dire presque à titre personnel, vous êtes dans quel état d'esprit, Pascal Lamy? Vous qui avez, c'est quand même un des champs de la mondialisation, et vous êtes dans quel état d'esprit quand vous avez écouté les propos de Donald Trump, et puis surtout ce qu'il est en train de mettre en place, et ce qu'il a mis en place dès ce matin sur l'industrie automobile? Je me suis retrouvé au moment où j'étais commissaire européen et où les Américains avaient pris une mesure de sauvegarde injuste, infondée, qui tapait l'acier européen et où j'ai mis des mesures de rétention sur les Davidson, le Bourbon et le jus d'orange de Floride, parce qu'à l'époque, c'était le frère de Bush qui était gouverneur. Oui, on s'en souvient, oui. Et là, vous dites quoi? Parce qu'on entend Emmanuel Macron quand même qui a dit c'est une équation brutale et infondée. Nous sommes décidés à ne pas laisser faire Donald Trump. Et puis vous avez d'autres réactions, les Italiens, voire les Allemands, qui disent attends, il faut y aller doucement, il faut regarder. Olivier Blanchard, que vous connaissez bien, l'ancien chef économiste du FMI, dit il faut surtout pas nous emballer, il faut laisser d'abord Donald Trump mesurer l'ampleur de ses décisions, si on peut appeler ça comme ça. Vous êtes comment? Ça dépend comme raisonnement. Hein. Je suis assez d'accord avec le fait que le mieux, ce serait quand même qu'il prenne la porte dans la figure lui-même, sans qu'on ait à le faire, mais c'est pas sûr, parce que ce qu'on voit aujourd'hui de la réaction du public américain à cette entreprise de démolition de la démocratie américaine, hein, et là on est sur des choses qui sont plus graves que les droits de douane. On voit que les marchés réagissent, on voit que les marchés actions réagissent, on voit que le dollar baisse. Normalement, ça devrait avoir un effet sur le public américain qui freinerait M. Trump, c'est pas sûr. Et de toute façon, rien ne nous empêche de montrer notre force et de dire si tu ne recules pas,
Voilà ce qu'on fait. Et voilà, on Et fait à mon quoi, à avis, votre avis? C'est ça qu'il faut faire. Oui, alors on fait quoi rapidement? On fait quoi? Votre interlocuteur précédent, on a parlé excellemment. Il y a les trucs traditionnels, c'est-à-dire les 25 milliards qu'on met en place sur les exportations industrielles ou agricoles américaines. Et puis après, on passe à un instrument anti-coercion, on passe aux services, on passe aux mesures sur les GAFA. Il y a tout un arsenal qui n'était pas du tout là il y a 20 ou 30 ans, quand j'étais commissaire européen au commerce, et qui est maintenant là, qu'on a mis en place d'ailleurs essentiellement en pensant aux Chinois. Ce sera peut-être les Américains qui auront à les traîner. Oui, maintenant il faut penser plutôt, effectivement aux Américains. Vous restez confiant sur la capacité de l'Europe? Oui, non, Pascal Lamy? Je pense que les Européens savent d'expérience que c'est quand ils sont unis qu'ils sont forts, et donc qu'au bon moment, ils vont s'unir sur des menaces de rétorsion, de nature peut-être à faire plier M. Trump, à supposer qu'il soit disponible à ce genre de raisonnement. Oui. Merci beaucoup Pascal Lamy d'avoir été avec nous, d'avoir réagi comme ça sur BFM Business. Merci beaucoup, je rappelle, ancien commissaire européen en charge du commerce, vous avez raison de le mentionner. Christian de Boissieu, vous avez entendu, il faut quand même répondre. Vous êtes d'accord avec Pascal Lamy? Enfin, il faut répondre quand même fermement. Je pense qu'il faut répondre fermement sans... Moi, je ne suis pas nécessairement d'avis d'attendre. Je pense qu'il faut répondre quand même pour montrer que nous existons. Je pense qu'il faut également recourir à des mesures non tarifaires. Il n'y a pas que les droits de douane. Ça fait quand même quelque temps que je pense que l'Europe, dans ce domaine-là, fait preuve de naïveté. Les Américains, en 1933, juste avant l'arrivée de Roosevelt, ont adopté le Buy American Act, qui prévoit de réserver, d'essayer de, en quelque sorte, d'aiguillonner, de faire en sorte que la demande aille vers des produits fabriqués aux États-Unis. Il faut qu'on adopte au niveau européen un Buy European Act. Je pense au domaine de la défense. On met beaucoup d'argent dans la défense. Si ça sert à acheter des F-35 américains... C'est ça, il faut un grand shift, en fait. C'est pas très intéressant pour l'activité chez nous. Donc, pas de naïveté. Les tarifs peut-être, sans doute, mais pas que les tarifs. Il y a le débat sur les normes. Une manière de protéger son marché domestique, c'est pas uniquement par les droits de douane, c'est également par les normes et par ce genre de loi qu'il faut prendre très vite au niveau européen, une sorte de Buy European Act. Oui, mais ça fait longtemps qu'on en parle à chaque fois. Emmanuel, un point important, effectivement, les normes, c'est une arme rampante, en fait, extrêmement efficace, notamment contre les GAFAM. On voit bien au niveau européen les décisions qui ont été prises, que ce soit le DSA, DMA ou encore l'amende qui a été infligée à Apple. C'est une manière quand même de les contrer, de les barrer. Pascal Lamy a raison d'insister sur les outils qui sont aujourd'hui à disposition pour effectivement contrer ces entreprises à qui quand même globalement, on continue en Europe à réserver un accueil plutôt chaleureux. On en a tous besoin. Oui, alors c'est là où c'est c'est là où c'est. Il n'y a pas de remplaçant. Si, oui, mais il y a quand même parce que ce qui risque de se passer aux États-Unis peut produire les mêmes effets en Europe. C'est-à-dire que si vous surtaxez des produits européens aux États-Unis, vous allez les payer plus cher, mais nous aussi. Donc attention, par exemple, quand on va... Et si on doit arriver jusqu'à pénaliser tous les grands services numériques, les plateformes, etc., attention quand même à ne pas trop pénaliser les plateformes qui sont cruciales pour, par exemple, la compétitivité de nos entreprises. Est-ce que c'est judicieux, par exemple, de sanctionner Amazon, qui est quand même aujourd'hui l'entreprise qui fournit du cloud à toutes nos grandes entreprises? Est-ce que c'est judicieux de pénaliser Microsoft parce que ce sont des entreprises qui, de toute façon, vont répercuter sur leurs coûts, sur leur prix, les hausses de tarifs. Bon, par contre, effectivement... mais avec les normes. Vous voyez ce que je veux dire, les normes, c'est pas frontal. Là, pour le coup, c'est compliqué, les normes, parce qu'on n'a pas vraiment de concurrents à leur opposer. Sur l'agriculture, par exemple, oui, vous pouvez dire les normes, là, oui, on peut jouer, on peut bouger les curseurs en notre faveur. Mais il y a quand même des services numériques, pour conclure là-dessus, qui sont beaucoup moins stratégiques. Si vous prenez Facebook, Instagram, Netflix, etc., bon, ça embête un peu les consommateurs, mais ça n'est pas
stratégique ni vitale. Donc il y a moyen de jouer là-dessus aussi. Est-ce que, puisque vous avez écrit cette nouvelle guerre des monnaies, vous croyez à une guerre d'échange, là? Parce qu'on voit que le dollar, en tous les cas, c'est ce qu'il dit. Il y a 3 armes, les droits de douane, il y a sabré dans les dépenses publiques, et puis il y a le dollar. En tout cas, c'est les 3 armes, en tous les cas, mises en avant par Donald Trump. Oui. Ils ne sont pas tout seuls. C'est quand même le marché d'échange qui fixe tous les jours la valeur du dollar contre l'euro, contre les autres grandes monnaies. Et le dollar, aujourd'hui, sert quand même de valeur refuge. Donc, je crois qu'ils vont tout faire pour faire baisser le dollar. Et ça a des conséquences sur les relations avec la Réserve fédérale. Parce que, supposez qu'on soit dans le scénario que j'évoquais au début, que l'inflation remonte aux États-Unis, que va faire la Réserve fédérale? Il va y avoir un vrai test de son indépendance vis-à-vis du président. C'est le seul opposant à Donald Trump, peut-être. Donc voilà, Trump, il veut que la Fed continue à baisser ses taux, il ne veut pas qu'elle les augmente. Donc il va y avoir un vrai débat, un test en vraie grandeur de l'indépendance de la Banque centrale. Et j'ajoute pour terminer... Est-ce que Trump peut tordre le bras de la Fed, Christian? Non, mais... mais ça, c'est du président. Powell, c'est ça la grande question. Il est là jusqu'en 2026, à mon avis, il ne va pas le renvoyer, sauf s'il lui fait une vie impossible. S'il lui fait une vie impossible, il va y avoir des sujets. Donc, Powell, le patron de la Fed, est là jusqu'en 2026. Après, il n'est pas obligé de le reconduire comme président. Moi, je pense que l'opinion publique américaine est quand même sensible à l'indépendance de la Banque centrale. Et que là, il y aura une résistance. J'ajoute, pour terminer sur votre question, qu'ils veulent un dollar qui baisse, mais en même temps, il veut un dollar conquérant qui conserve son rôle international. À un moment donné, il pourrait y avoir une contradiction entre les deux. Parce que si le dollar baisse, les investisseurs peuvent perdre la confiance dans le dollar et ça peut réduire le rôle international du dollar. Donc c'est difficile d'avoir à la fois un dollar conquérant et un dollar compétitif. Oui, c'est ça toute la question. Toute dernière question pour vous, Emmanuel. On a bien vu pour Donald Trump, il a dit les 100 jours. Les 100 jours, il devait régler la guerre en Ukraine. C'est pas le cas. D'où l'importance, et c'est peut-être ça le danger le principal, l'importance pour Donald Trump de réussir sa guerre commerciale, non? Oui, mais sauf que là... Parce que sinon, s'il loupe aussi la guerre commerciale... Oui, mais enfin, pour le coup, alors autant je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur le plan géopolitique, autant on ne peut pas défier les lois de la gravité économique. Ouais. Et par définition, on sait très bien comment tout ça va se terminer. C'est-à-dire que là où il est quand même dans une situation extrêmement critique, c'est qu'il a promis aux Américains la plus grande ère de prospérité de tous les temps, et qu'il est en train de fabriquer la plus grande stagflation de tous les temps. C'est-à-dire qui est quand même le scénario économique cauchemardesque pour un président d'un quelconque pays. C'est-à-dire que quand vous avez à la fois pas de croissance et de l'inflation qui mange votre pouvoir d'achat, rappelez-vous quand même ce qu'ont dit les Américains, et parce qu'il y a le noyau dur des Trumpistes, ok, mais ce que disaient les Américains à la présidentielle, c'est attendez, nous on vote Trump parce qu'on vivait mieux sous Trump que sous Biden. Oui, mais et là ça va se sentir, à mon avis, dès les élections de mi-mandat en 2023. Mais on a déjà des résultats électoraux. Déjà, on l'a vu là dans dans la circonscription de Pennsylvanie, qui était une circonscription qui était rouge foncé, conservatrice depuis toujours, qui a été perdue. Vous avez l'affaire du juge de la Cour suprême du Wisconsin. C'est-à-dire, ça va assez vite. Ça va très vite. Et les lois de la gravité économique, c'est peut-être ça qui va nous sauver. C'est peut-être elles qui vont nous sauver. Ouais. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Christian de Boissieu, La nouvelle guerre des monnaies, chez Odile Jacob. Merci. Emmanuel Le Chiffre, j'attends votre livre. Ça sera pour la prochaine émission. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas prêt de l'avoir. Tout de suite, vous retrouvez Guillaume Paul et ses experts. La grande interview sur BFM Business.